La chronique politique du Grand Journal avec aujourd'hui Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme Merci tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, le grand sujet de ce début de semaine, c'est évidemment la mobilisation massive attendue demain 7 mars contre la réforme des retraites. Une mise à l'arrêt d'une partie de l'économie, qui plus est reconductible. Journée déjà décisive Alexis, où la question principale est, comme l'évoque notamment Clément Beaune, l'après 7 mars. C'est les deux en réalité, mon capitaine. C'est-à-dire qu'on voit bien que le président de la République est dans une stratégie d'enjambement de la crise, très clairement. Vous voyez d'ailleurs, vous le voyez, ça fait partie d'ailleurs du régime institutionnel de la 5e. Il s'investit peu, au fond, dans la défense directe de la réforme controversée, celle à 64 ans, qui suscite ce front syndical uni. Il s'investit peu, il envoie, passez-moi l'expression, au charbon la première ministre, qui le fait d'ailleurs très bien, avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, beaucoup de pugnacité. Il est dans son rôle. Mais si vous voulez, ce qu'on voit bien, sans préjuger de l'ampleur historique ou pas de la mobilisation de demain, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait Emmanuel Macron a déjà les yeux rivés sur la ligne bleue des Vosges de l'après. Je reprends votre expression, c'est-à-dire au fond des nouvelles perspectives qui vont s'offrir aux réformateurs, quel que soit d'ailleurs le résultat, vous voyez, de la mobilisation dans la rue. Et au fond, pourquoi cette espèce de projection dans l'après ? Pour deux raisons, à mon avis. La première raison est communicationnelle. On dit du côté de l'Élysée, il importe de renouer la conversation avec les Français. La deuxième raison est, j'allais dire, plus profonde en un certain sens, c'est que politiquement, le président de la République pressent qu'avec le Sénat, il a tout de même possiblement une majorité en faveur de cette réforme et que donc l'obstruction potentielle de la rue est un problème, mais n'est pas l'intégralité du problème. Il y a aussi le rapport de force politique. Et là, aussi bizarre que cela paraisse, il y a 75% de Français, en gros, dans les études d'opinion, qui se prononcent contre cette réforme des retraites, mais il y a un rapport de force politique qui est plutôt quand même encore globalement favorable à la réforme et donc à son adoption. Alexis, Elisabeth Borne sera ce soir à la télévision, dans l'émission C'est à vous sur France 5. En termes de communication, Olivier Véran s'est défendu d'être dans la provoque quand le secrétaire de la CFDT, Laurent Berger, critiquait la volonté gouvernementale de, je cite, décrédibiliser les manifestants. Des deux, qui est le plus proche de la vérité ? Provoque ou pas ? Écoutez, je pense qu'ils ont choisi d'être sur deux registres. Le président de la République est sur le registre d'un rassemblement. C'est d'ailleurs, encore une fois, ces éléments de langage autour de la recréation d'une conversation avec les Français, qui pourra d'ailleurs prendre la forme, on verra dans les semaines qui viennent, sous l'influence de ses conseillers, de quelque chose qui était au fond apparenté, approchant du grand débat. Et de l'autre côté, il laisse aller un certain nombre de soldats au feu, si vous me passez l'expression, de soldats de la Macronie. Olivier Véran en est un, mais il y a aussi Gabriel Attal, qui n'hésitent pas, effectivement, dans leur prise de parole politique, à pratiquer ce que j'appellerais, pour faire très simple, une sorte de stratégie du choc, c'est-à-dire ça passe ou ça casse, et on va pas se laisser faire par, entre guillemets, ceux qu'ils présentent volontiers comme une minorité de bloqueurs alliés à la France insoumise. Et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a présenté hier à la une du Parisien cette réforme comme une réforme de gauche. Oui, alors il tente tout, si vous voulez, pour essayer de repeinturer de progressisme une réforme dont tout indique qu'elle est tout de même inspirée par des idées qui sont tout à fait respectables, mais qui sont des idées libérales et qui d'ailleurs sont des idées partagées par la plupart de nos partenaires européens. Alexis Lacroix, vous vouliez également revenir sur la une, cette fois non pas du Parisien, mais de l'Incorrect, un magazine de la droite dit hors les murs, très à droite. On y voit réunis les responsables des branches jeunesse du Rassemblement national, de Reconquête d'Éric Zemmour et des Républicains. Une image et un titre, les jeunes coupent le cordon, qui a beaucoup fait réagir, en particulier au sein des LR. Écoutez, Xavier Bertrand est dans sa cohérence. C'est lui d'ailleurs qui est vraiment monté au créneau chez nos confrères de RMC, Alain Marchal. Ça commence à bien faire les conneries, dit-il en commentant cette une. Il somme d'ailleurs le jeune que vous avez cité, Guilhem Carayon, qui est un ancien UMP, aujourd'hui LR, président des Jeunes Républicains. Il le somme de dénoncer cette une dans la mesure où il s'agirait, dit-il, d'une manipulation ou d'un montage. Et il ajoute, alors en guise de commentaire politique plus large, j'allais dire, mais on va y venir, on ne peut pas avoir un jour une partie de LR qui donne le sentiment de s'aligner quasiment sur le gouvernement, et le lendemain, une partie
du même parti qui donne le sentiment de s'allier avec l'extrême droite. Alors, c'est un grand écart impossible. Bon, alors l'extrême droite, justement, que nous dit-il de l'extrême droite? D'abord, Xavier Bertrand, je le connais un peu, nous le connaissons, il n'est pas suspect d'avoir eu une position fluctuante dans le passé. Pourquoi? Car dans sa région, l'ex-Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, il a toujours été l'un de ceux qui, dans la droite républicaine, sur un mode, on va dire, chiracien ou post-gaulliste, ont toujours combattu avec détermination les idées de ce qu'il appelle l'extrême droite, c'est-à-dire en l'occurrence le Rassemblement national. C'est le Rassemblement national qui est visé dans sa sémantique comme extrême droite. Et plus largement, il représente... Le cordon sanitaire. Voilà, alors c'est ce que j'allais vous dire. Exactement, cher Steve. Vous anticipez sur mon raisonnement, sur vous lisez dans mes synapses, c'est parfait, nous sommes raccords. Il incarne ce qui se survit actuellement à LR, et il y a d'autres personnes qui l'incarnent. Hein. Jean-François Copé l'incarne à sa manière, évidemment Christian Jacob, etc. Ce qui se survit de l'héritage de la droite d'après 1945, qui s'est, on va dire, historiquement reconstruite sur une sorte de rédemption de ces compromissions des années 30 avec les fascismes. On sait qu'une partie de la droite française, pas toute la droite française, s'était montrée, disons, dans un bord à bord très dangereux dans les années 30 avec le fascisme. Et ensuite, que fait De Gaulle? Il nettoie, si vous me passez l'expression, les écuries d'Augias, et il dit, nous n'aurons jamais aucune relation avec M. Tixier-Vignancourt et ensuite avec M. Le Pen. Aujourd'hui, on voit bien, et c'est ça tout le nœud... Une autre petite musique dans les plus jeunes générations? Bon, alors, on voit bien, c'est tout le nœud du problème. Je le mesure moi-même, d'ailleurs, dans les conversations que je peux avoir ici ou là. Il y a un affaiblissement de la légitimité de ce que j'appellerais avec vous ce surmoi antifasciste de la droite française. Cela concerne effectivement les jeunes générations, Guilhem Carayon d'ailleurs en est emblématique probablement, mais cela concerne plus largement, nous avons eu l'occasion de le dire. Même s'il a dénoncé une manipulation. Hein, oui, non mais bien sûr, non mais ça certainement. Mais enfin, il a quand même dû participer au dialogue d'une manière ou d'une autre, hein, vous voyez. Sur le titre. On peut le penser, enfin en tout cas. Fallacieux, dit-il. Il y a eu un dialogue probablement. Voilà. Alors, si vous voulez, la question, c'est celle, plus largement, ne lui faisons à lui aucun procès d'intention. Le fait de dialoguer avec quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec lui, évidemment. Hein, bon, ça quand même, c'est la base de la démocratie. En revanche, effectivement, le fait de prêter son nom à cela signifie quoi? Qu'il y a aujourd'hui, probablement dans les jeunes générations d'électeurs de droite, le désir de rechercher des ponts qui correspondraient non pas seulement à un affaiblissement du surmoi antifasciste, cher Steve, comme le dit la gauche, mais au désir de trouver les moyens de convergence, pour le dire clairement, de construire une sorte de NUPES de la droite de manière à battre le macronisme. En vue des prochaines élections. Mais c'est ça, en fait, le vrai enjeu de fond. Alors, comment on fait? Est-ce que c'est... ça peut-être la semaine prochaine. Oui, attendez, juste 30 secondes. Est-ce que c'est en cédant du terrain au Rassemblement national ou est-ce que c'est en lui tenant la dragée haute? Toujours est-il, et là on finira là-dessus, que c'est évidemment au cœur, vous vous en doutez bien, de la stratégie d'un parti qui peut être un pivot potentiellement, qui ne l'est pas forcément aujourd'hui, qui est le parti Reconquête, qui pense que l'avenir, de toute façon, c'est sur un modèle, en gros, de l'Italie, hein, Meloni, Fratelli d'Italia. Union des droites. Voilà, une union des droites qui ne veut pas dire que tous les partis se fonderaient en un seul parti, mais commencerait une discussion. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, si la une de l'Incorrect suscite un tel tollé, c'est parce qu'elle lève un tabou, mais elle fait aussi signe vers ce que pourrait être, pour ceux qui promeuvent ces idées-là, un avenir potentiel pour la droite française. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Nous serons demain en compagnie de Laurence. Ça y est, bon après-midi Alexis. Merci beaucoup Steve.